Il était une fois, dans la brillante ville d'Ibadan, un couple nommé Dapo et Titi. Ils s'aimaient beaucoup, mais aimaient encore plus leur travail et leurs affaires. Ils étaient mariés depuis 2 ans et n'avaient pas d'enfants. Au cours de cette période sans enfants, plusieurs tests médicaux et locaux ont été effectués, et chacun d'entre eux a confirmé qu'ils étaient tous les deux assez fertiles. À son insu, Titi avait gardé un secret, mais tout est apparu au grand jour un samedi après-midi. Ce jour-là, Dapo a oublié un document important à la maison. Lorsqu'il s'est précipité pour le récupérer, sa clé de voiture est tombée par terre dans la chambre à coucher. Dapo s'est agenouillé pour ramasser les clés, mais en les touchant, il les a malencontreusement poussées plus loin sous le lit. Il s'est approché du lit et a vu non seulement ses clés, mais aussi une petite boîte sous le lit. La boîte lui parut étrange et il l'a sortie, pensant qu'elle était peut-être destinée à sa femme. Mais alors qu'il se relevait en titubant, la boîte lui glissa des mains et plusieurs pelures de contraceptifs en tombèrent. Dapo n'en croit pas ses yeux. Il ramassa les pelures avec beaucoup de colère, se demandant à quel point sa femme avait été cruelle avec lui pendant toutes ces années. Les mensonges, les tromperies, Dapo essayait d'empêcher sa tête de tourner lorsqu'il entendit la porte s'ouvrir. C'était sa femme, Titi, qui était assise. Elle salua son mari, mais celui-ci lui jeta un regard méprisant. Le regard de Titi se posa alors sur sa boîte secrète. « Dapo, je suis vraiment désolée. Laisse-moi t'expliquer. » Titi a supplié, mais Dapo a quitté la pièce en colère et s'est enfui de la maison. Plus tard dans la soirée, il rentra chez lui et s'assit sur le canapé de leur salon, l'esprit agité par un mélange d'émotions. Lorsque Titi est entré dans la pièce, ses yeux étaient humides et gonflés par les pleurs. Dapo est envahi par une vague de colère. Comment avait-elle pu lui cacher quelque chose d'aussi important pendant si longtemps? Il voulait des réponses. Il voulait comprendre pourquoi elle avait ressenti le besoin de le tromper. L'explication de Titi lui fait l'effet d'une tonne de briques. Elle a expliqué à son mari qu'elle avait besoin de 5 ans pour devenir directrice générale sur son lieu de travail et qu'elle ne pouvait pas prendre le risque d'être enceinte et de faire échouer sa progression de carrière. Dans son esprit, elle avait justifié ses actes, estimant que c'était pour le plus grand bien de leur avenir en tant que couple. Mais pour Dark Ball, cette révélation était comme une gifle. Toutes ces fois où ils avaient parlé de fonder une famille, toutes ces prières qu'ils avaient faites ensemble pour avoir un enfant à eux, tout cela n'avait été qu'un mensonge. Titi avait activement empêché une grossesse à son insu et sans son consentement. Cette rage brûlait comme un feu en lui. Il ne comprenait pas pourquoi Titi avait préféré sa carrière à leur mariage, à leurs rêves et à leurs désirs. Il s'est senti trahi, blessé et profondément atteint par ses actes. Il a alors posé un ultimatum à Titi, lui demandant de choisir entre lui et sa carrière. Mais Titi l'a supplié de ne pas l'obliger à choisir. Il s'est résolu à prendre cette décision. Il ne pouvait pas continuer à vivre dans un mariage fondé sur le mensonge et la tromperie. Après avoir versé des larmes et souffert, Titi a fini par céder. Elle a accepté d'arrêter de prendre les pilules contraceptives et d'essayer de tomber enceinte de Dakba. Elle voulait sauver leur mariage pour que les choses s'arrangent entre eux. Le cœur de Dakba s'est adouci en voyant la douleur et le regret dans les yeux de Titi. Il voulait croire qu'elle l'aimait vraiment, qu'elle était prête à faire passer leur mariage avant tout le reste. Il lui a donc pardonné, l'a serré dans ses bras et tous deux ont pleuré de soulagement et de réconciliation. Quelques mois plus tard, Titi lui annonça enfin qu'elle était enceinte et sa joie ne connut plus de limite. Il l'a serrée très fort dans ses bras, des larmes de bonheur coulant sur son visage. « Nous allons être parents. Nous allons enfin fonder une famille. » C'est ce qu'il a crié joyeusement. Après 9 mois de grossesse, Titi a donné naissance à une magnifique petite fille, qu'ils ont appelée Bissadé. Au fur et à mesure que Bissadé grandissait, ses parents évoluaient dans leur entreprise et sur leur lieu de travail. Titi est devenue directrice générale sur son lieu de travail et Darkmo a ouvert d'autres succursales pour son entreprise de produits surgelés. Ils n'ont pas eu le temps de créer des liens affectifs avec leur fille. Bissadé arrive souvent très en retard à l'école, et c'est toujours à cause de l'attitude classique de ses parents. Lorsque Bissadé avait 9 ans, ses résultats scolaires n'étaient pas satisfaisants. Elle n'arrivait même pas à obtenir des notes moyennes. Le directeur de l'école a invité Titi et Dapo à l'école pour discuter de la baisse des notes de leur fille. « Je ne sais pas ce qui se passe à la maison,
mais cela affecte vraiment Bissadé. Elle est toujours la dernière à venir à l'école et ses notes s'en ressentent. Lors du dernier test, Bissadé n'a obtenu qu'un maigre 20%. Le directeur s'est lamenté, c'est de sa faute si elle arrive en retard à l'école, mais nous ne savions pas que cela l'affectait sur le plan scolaire. Cela a été dit. La quantité a assuré au directeur qu'il trouverait un arrangement pour que Bissadé arrive à l'école le plus tôt possible. Ce serait une excellente chose. Et s'il vous plaît, je vous conseille de lui trouver un professeur pour lui donner des cours après l'école. Je pense que cela aiderait Bissadé à rattraper son retard assez rapidement. Suivant le conseil du directeur, Dapo et Titi ont parlé à la maîtresse de classe de Bissadé, Madame Alabi, qui a également affirmé que Bissadé avait des résultats scolaires médiocres. Ils lui ont demandé si elle pouvait leur recommander un bon professeur, et elle les a dirigés vers Monsieur Chay. Bissadé et ses parents se sont entretenus avec lui et ont convenu qu'ils lui donneraient des cours supplémentaires chez eux après l'école. Ils l'ont payé immédiatement et lui ont donné l'adresse de leur maison. Si seulement elle savait qu'elle venait d'inviter le diable dans leur vie. Dakbar Titi allait chercher cette idée à l'école à 16h et la ramenait chez elle pour qu'elle attende son professeur toute seule pendant qu'ils retournaient à leur lieu de travail. Monsieur Cheyi arrivait chez eux à 17h pour enseigner à Bissadé et partait à 19h ou 20h si les parents n'étaient pas à la maison. Titi est toujours le premier à rentrer à la maison, la plupart du temps à 22h. Elle arrive vers minuit. Chaque fois qu'ils arrivent, ils ont à peine le temps de manger avant de se précipiter au lit. Chaque fois que Bissadé a l'intention de raconter les choses intéressantes qui se sont passées à l'école, ses parents la font taire. S'il te plaît, Bissadé, j'ai eu une longue journée. J'ai besoin de me reposer. Tels étaient les mots de ses parents. Un jour, l'institutrice de Bissadé est là pour une leçon comme d'habitude, mais aujourd'hui, il y a quelque chose de différent. Assise à la petite table de son salon, elle a son manuel étalé devant elle. Elle remarque que le comportement de Monsieur Cheyi est différent. Il n'arrêtait pas de toucher ses cheveux, commentant combien ils étaient doux et beaux. Bissadé se sentait mal à l'aise face à ses actions, mais elle ne savait pas comment réagir. Les choses ont empiré lorsque Monsieur Cheyi a demandé à Bissadé de s'asseoir sur ses genoux, ce qu'elle a fait avec enthousiasme. Elle savait que ce n'était pas bien, mais elle ne voulait pas désobéir. Cheyi s'est mis en colère et l'a giflé pour avoir refusé. Bissadé n'a pas pu retenir ses larmes. Elle se sentait effrayée et confuse, ne sachant pas quoi faire ensuite. Bissadé savait qu'elle devait parler à quelqu'un de ce qui s'était passé. Lorsque ses parents sont rentrés ce soir-là, elle a trouvé le courage de parler. « Maman, il y a quelque chose dont je voudrais te parler. » Pleure Bissadé. Mais, à son grand désarroi, ils étaient trop fatigués et préoccupés, comme d'habitude, pour l'écouter. « Bissadé, ma chérie, tu vois bien que ta mère est très fatiguée. » Dako le dit à sa fille. Le lendemain matin, Bissadé essaie à nouveau de parler à ses parents du comportement inapproprié de Monsieur Cheyi. Monsieur Cheyi m'a donné une gifle parce qu'avant qu'elle n'ait pu terminer sa phrase, une mère l'a fusillée, l'accusant d'être gâtée et de chercher à attirer l'attention, tandis que son père l'a réprimandé pour avoir manqué de respect à son professeur. C'est ton professeur. Respecte-le. Tu ne peux pas être grossier avec lui comme tu le fais avec nous. Bien sûr, il te corrigerait. C'est ce qui a été dit à sa fille. Bissadé se sent frustré et ignoré, et se demande si quelqu'un l'écoutera un jour. Assise sur la table du petit déjeuner, poussant distraitement ses céréales, Bissadé ne pouvait se défaire d'un sentiment de trahison. Les personnes en qui elle avait le plus confiance et qu'elle admirait le plus l'avaient laissé tomber. Elle se sentait perdue et seule, luttant pour donner un sens à la situation. La fois suivante, Monsieur Bissadé ne pouvait pas le regarder dans les yeux. Elle avait peur et les événements de la leçon précédente se répétaient dans sa tête. Aujourd'hui, Monsieur Cheyi a inspecté l'enceinte, s'assurant qu'il n'y avait personne. Il est retourné à l'endroit où Bissadé était assise et s'est jeté sur elle. Il voulait qu'elle ne crie pas, sinon il lui ferait mal. Là, dans la maison de ses parents, Monsieur Cheyi a profité d'elle. Bissadé aurait aimé que le sol s'ouvre et l'engloutisse, mais malheureusement, il n'y avait personne pour l'aider. Le monde de Bissadé s'est effondré. Elle n'arrivait pas à croire que cela se produisait, et la peur qui l'avait saisie ce jour-là ne semblait jamais la quitter.
Chaque fois qu'il lui rendait visite, son cœur s'emballait de terreur. C'était un cauchemar auquel elle ne pouvait échapper. Au fil des jours et des semaines, les visites de Monsieur Chély se font plus fréquentes, et Bissadé se sent sombrer de plus en plus dans le désespoir. Elle tente de le repousser pour appeler à l'aide, mais sa menace la fait taire à chaque fois. Elle était piégée dans sa propre maison, prisonnière de ses désirs, sans personne vers qui se tourner pour obtenir de l'aide. Cette situation a duré des mois, et elle s'est sentie de plus en plus isolée et seule. Elle ne supporte pas de se regarder dans le miroir, elle ne supporte pas la honte et la culpabilité qui la rongent à chaque instant. Elle se sentait comme maudite, condamnée à souffrir en silence tandis que l'homme qui lui avait tout pris continuait à lui rendre visite jour après jour. Ses parents étaient inconscients de ce qui se passait, trop pris par leur propre vie pour remarquer la douleur et l'angoisse que traversait leur fille. Elle souhaitait ardemment que quelqu'un la voie, lui tende une main secourable et la sauve du cauchemar dans lequel elle vivait. Mais il n'y avait personne, juste le cycle sans fin de la terreur et de la peur qui semblait ne pas avoir de fin en vue. Elle essaya de trouver le courage de parler, de dire à quelqu'un ce qui lui arrivait, mais les mots se bloquaient dans sa gorge à chaque fois. La peur de ce que Monsieur Chély ferait si elle révélait la vérité la maintenait prisonnière de son propre enfer. C'est ainsi que le supplice se poursuivit, chaque visite étant plus horrible que la précédente. Bissadé sentait son esprit se briser, elle se sentait dormir de plus en plus loin de la personne qu'elle était auparavant. Un matin, alors qu'elle arrivait, Titi est venue réveiller sa fille pour qu'elle se prépare à aller à l'école, mais elle l'a reprise lorsqu'elle a découvert que Bissadé avait fait pipi au lit, alors qu'elle pensait que sa fille avait depuis longtemps dépassé ce comportement. Elle l'ébouillante et la punit, pensant qu'il ne s'agit que d'un incident ponctuel dû au fait qu'elle a trop joué avant de se coucher. Elle était loin de se douter que ce n'était que le début d'un problème beaucoup plus grave qui n'allait pas tarder à se faire jour. Lorsque le directeur de l'école Bissadé a convoqué Titi et Dagbo pour une réunion, ils ont été choqués d'apprendre que leur enfant avait été victime d'un accident. Ils ont été choqués d'apprendre que leur fille avait été retrouvée à plusieurs reprises avec son uniforme scolaire souillé d'urine. Le directeur a mentionné que Bissadé s'était confiée à lui, révélant qu'elle ne pouvait pas contrôler sa miction. Cette révélation a figé Titi et Dapo dans l'inquiétude et la confusion. Ils ne savent pas ce qui peut expliquer l'incapacité soudaine de leur fille à contrôler sa vessie. Désireux de trouver une solution, Titi et Dapo ont décidé de limiter la consommation d'eau de leur fille, pensant qu'elle buvait peut-être tout simplement trop de liquide. Pendant ce temps, Monsieur Chély continuait à faire régner la terreur sur Bissadé, comme d'habitude. Le problème d'urine persiste également, ce qui met Bissadé dans l'embarras. À l'école, ses camarades se moquaient d'elle parce qu'elle se mouillait, ce qui la poussait à se réfugier dans la salle de bain pour pleurer en solitaire. Titi et Dapo ont eu le cœur brisé en assistant à la détresse et à l'humiliation de leur fille. Conscients de la nécessité de demander une aide professionnelle, Titi et Dapo se sont rendus à l'hôpital pour voir s'il y avait une raison médicale à ce problème soudain. Après avoir expliqué la situation au médecin, plusieurs tests ont été effectués et ce dernier a invité Titi et Dapo à se rendre dans son bureau. Il leur a demandé d'attendre pendant qu'il appelait les services sociaux, la police et un thérapeute. Titi et Dapo ne comprenaient pas pourquoi le médecin avait passé ces appels. Ils ont été encore plus inquiets lorsque le médecin a commencé à leur poser des questions insensées, notamment pour savoir si leur fille habitait avec eux. Il leur a également posé des questions sur la routine quotidienne de leur fille, sur les personnes qu'elle voyait et sur les relations qu'elle entretenait avec elle. Le ton du médecin était sérieux et sévère, ce qui a incité le couple à échanger des regards inquiets. Le cœur de Titi s'emballe alors qu'elle se demande ce qui peut bien arriver à leur fille, Bissadé. Quel est le problème ? Docteur, dites-nous, s'il vous plaît, demande Titi. Alors que le médecin commence à parler, Titi sent ses paumes transpirer et sa respiration devenir superficielle. Les mots semblaient résonner dans son esprit lorsque le médecin lui révéla la nouvelle choquante que le test effectué sur leur fille avait révélé plusieurs déchirures à côté de sa partie intime, ce qui montrait qu'elle avait été maltraitée. Ce monde s'est effondré à ce moment-là. Ils ont eu l'impression de tomber dans un abîme sans fond. Les larmes coulent sur les joues de Titi tandis qu'elle assimile les informations que le médecin vient de divulguer. Elle sentit une vague de nausée et d'incrédulité l'envahir, incapable de comprendre comment quelqu'un pouvait armer sa précieuse fille d'une manière aussi méprisable. Dapo lui tendit la main, son propre visage se déformant dans un mélange de rage et de désespoir.
Les mots du docteur résonnaient dans l'air comme un épais nuage d'effroi. La tête de Titi bat la chamade et elle se pose des millions de questions. Qu'a-t-elle manqué? Comment a-t-elle pu ne pas voir les signes de la souffrance de sa fille? La pièce semble tourner autour de Titi, qui s'évanouit. Lorsque Titi a été ranimée, les services sociaux, les thérapeutes et la police étaient arrivés. La police a interrogé Dapo et Titi, désormais consciente, en essayant d'aller au fond des choses, ses yeux les fixant, les jugeant silencieusement pour ne pas avoir protégé leur propre enfant. Après l'interrogatoire, les parents de Bissadé se sont précipités pour parler à leur fille, la suppliant et l'exhortant à leur dire qui lui a fait ça. Mais Bissadé ne pouvait pas parler. Elle s'est mise à pleurer. Ses parents se joignent à elle en pleurant. C'est une soirée morose pour eux. Bissadé était trop effrayée pour parler et la thérapeute a proposé de lui parler. Elle demande aux parents de Bissadé de quitter la pièce et demande à Bissadé de lui parler librement. Mes parents et moi allons souffrir si je parle. Bissadé a pleuré, mais le thérapeute lui a assuré qu'elle était désormais en sécurité et que des mesures avaient été prises pour la protéger, elle et sa famille, de tout danger. Bissadé s'est finalement sentie à l'aise avec la thérapeute et s'est ouverte, révélant l'horrible vérité de ce qui lui était arrivé. La thérapeute l'écoute attentivement, son cœur se brisant à chaque mot qui sort de la bouche de Bissadé. La jeune fille a subi des choses indicibles de la part de son tuteur, Monsieur Chay, pendant bien trop longtemps. La thérapeute se retient de pleurer en écoutant les détails déchirants de l'histoire de Bissadé. Elle a demandé à Bissadé pourquoi elle n'en avait pas parlé à ses parents, et Bissadé a répondu qu'elle avait essayé de le faire au début, mais qu'ils ne l'avaient pas comprise. Quand il a été trop tard, elle a eu peur parce que Monsieur Chéy a menacé de l'armée. La thérapeute lui a donné un gros bras et lui a assuré que Monsieur Chéy ne resterait pas impuni. Elle est sortie de la pièce et a parlé à ses parents. Si vous saviez que vous n'étiez pas prêt, pourquoi avez-vous mis un enfant au monde? La thérapeute s'en est prise aux parents de Bissadé Titi. Qu'a-t-elle dit? Demande Titi en larmes. La thérapeute a ensuite raconté tout ce qu'elle lui avait dit sur la façon dont elle avait souffert entre les mains de son agresseur. Titi et elle ont été écoutés en oral. Ils n'arrivaient pas à croire que tout cela s'était passé sous leur nez. Dans leur maison. Ils savaient qu'ils avaient manqué à leur devoir envers leur fille de la pire façon qui soit, en la laissant souffrir en silence alors qu'ils restaient inconscients de sa douleur. Ils étaient en colère tandis que Titi pleurait amèrement. « Oh, mon pauvre bébé !» s'écria Titi, « Vous êtes une honte pour les parents, et je vous promets que Bissadé sera emmené loin d'eux. » Titi et Dapo courent parler à leur fille dans la chambre d'hôpital. Lorsqu'ils entrent dans la chambre, ils trouvent Bissadé recroquevillé en boule, des larmes coulant sur son visage. Titi se précipite à ses côtés, l'entoure de ses bras et lui murmure des mots d'amour et de soutien. Dapo se tenait à l'écart, sa colère couvant juste sous la surface. Il ne voulait rien de plus que retrouver Monsieur Chéy et lui faire payer le mal fait à sa fille. Le thérapeute a fait le récit complet de ce qui s'était passé à l'assistante sociale, Madame Jumuquet. Celle-ci a écouté attentivement la thérapeute terminer son récit. L'expression grave et sérieuse, Madame Jumuquet a compris la gravité de la situation et l'urgence d'agir pour assurer à côté sa sécurité. Elle a assuré la thérapeute qu'elle ferait tout ce qui est en son pouvoir pour que l'animal, Monsieur Chéy, paie pour ses crimes. Le lendemain, la police se rend à l'école Bissadé, et dès que Monsieur Chéy les voit s'approcher de lui, il sort en courant de la classe où il se trouve et s'échappe par l'arrière de l'école. La police le cherche partout, en vain. Pendant que les recherches se poursuivent, la police enquête en interrogeant tous les élèves de Monsieur Chéy qui suivent des cours supplémentaires, et au fur et à mesure que l'enquête progresse, de nouvelles révélations choquantes sont faites sur le comportement de Monsieur Chéy. Sur les 13 élèves dont il s'occupait, Monsieur Chéy avait abusé de 11 d'entre eux. Il a été révélé qu'il avait utilisé sa position d'autorité pour manipuler et contrôler les élèves vulnérables, les préparant à ses désirs les plus fous. Les élèves avaient peur, trop peur, de s'élever contre lui, craignant les conséquences d'une attaque contre leur professeur. Nombre d'entre eux ont déclaré que Monsieur Chéy les avait prévenus que personne ne les croirait s'ils parlaient contre lui. Tous les parents des autres victimes ont été informés. Tous ont été dévastés par la nouvelle, certains se débattant avec des sentiments de culpabilité et de colère pour n'avoir pas pu protéger leurs enfants.
Alors que certains blâmaient l'école, ils avaient du mal à comprendre comment quelqu'un à qui ils avaient confié l'éducation de leurs enfants pouvait trahir cette confiance d'une manière aussi brutale. Certains parents ont menacé de poursuivre l'école en justice. Vous allez payer pour cela. Un parent en colère a déclaré au directeur de l'école, c'était une triste journée à l'école. Le sprint était à l'ordre du jour dans tous les coins de l'école, des élèves aux enseignants. Dans les jours qui ont suivi le scandale, la réputation de l'école a été ternie et de nombreux parents ont retiré leurs enfants de l'établissement, craignant pour leur sécurité. Finalement, l'école a été fermée pendant un mois pour permettre à la police de mieux enquêter, tandis que la recherche de M. Cheilly, la bête, se poursuivait. La police a travaillé sans relâche pour retrouver M. Cheilly, en suivant des pistes et en interrogeant des témoins dans le but de le traduire en justice. Cependant, il reste insaisissable, échappant à toute capture. Titi et Dapo ont été dévastés lorsque les services sociaux leur ont retiré leurs droits parentaux et leur ont ordonné de suivre des cours obligatoires de parentalité s'ils voulaient un jour récupérer leur enfant. Pendant ce temps, la pauvre Bissadé subissait une série d'opérations pour améliorer son état de santé. Pendant des mois, elle est restée à l'hôpital. Ses parents n'ont eu droit qu'à des visites surveillées. Pendant tout ce temps, Titi et Dapo sont devenus des ombres d'eux-mêmes, abandonnant leur travail et leur entreprise qu'ils aimaient tant, priant jour et nuit pour le rétablissement complet de leur fille unique. Ils s'en voulaient et se sentaient coupables de ce que leur fille avait enduré et endure encore. Malgré leurs difficultés et leurs troubles émotionnels, ils sont restés déterminés à faire tout ce qu'il fallait pour que leur fille retrouve sa place à côté d'eux. Ils ont suivi les cours parentaux avec assiduité, prenant des notes et posant des questions pour s'assurer qu'ils assimilaient les informations et les mettaient en pratique. Parallèlement, ils ont veillé à rendre visite à Bissadé aussi souvent qu'ils le pouvaient. L'avoir branché à des machines et subir des procédures douloureuses leur brisait le cœur. Ils lui tenaient la main, lui chantaient ses chansons préférées, lui lisaient des histoires et espéraient pouvoir un jour la ramener chez elle. Un mois plus tard, les recherches menées par la police pour retrouver M. Cheilly ont finalement porté leurs fruits, grâce à un renseignement fourni par un érudit anonyme qui avait repéré la bête dans un autre état. La police a réagi rapidement et M. Cheilly a été retrouvé dans un village isolé de l'état en question. Il a tenté de blesser un officier de police dans sa tentative de fuite, mais il a été surpassé en nombre et maîtrisé. Cheilly a été emmené au poste et a été rapidement remis en liberté avant la fin de la semaine, tout cela grâce au gouverneur de l'État qui s'est fortement impliqué pour que la justice ne soit pas retardée. Le jour du procès, la salle d'audience était pleine à craquer, avec des curieux désireux d'assister directement à la procédure. Le juge préside l'affaire, écoutant les arguments présentés par l'accusation et la défense. Après de longues heures d'audience, Cheilly a été reconnu coupable et, le dernier jour du verdict, il a été condamné à la prison à vie. Les mois passent et Bissadé montre des signes d'amélioration. Ses interventions chirurgicales ont été couronnées de succès et elle reprend lentement mais sûrement des forces. Titi et Dapo se réjouissent de ses progrès. Lors d'une de leurs visites supervisées, Titi et Dapo ont été abordés par l'assistante sociale, Madame Dumoc, qui avait suivi leurs progrès dans les classes parentales. Elle les a félicités pour les changements positifs qu'ils avaient opérés et les a informés qu'ils étaient sur la bonne voie pour retrouver Bissadé. Cette nouvelle est comme une lueur d'espoir dans une situation autrement sombre. Titi et Dapo se sont sentis à nouveau déterminés à poursuivre leurs efforts pour ramener leur fille à la maison. Bissadé a commencé ses séances de thérapie à l'hôpital, et ses parents ont été présents à chaque étape pour l'aider à guérir correctement, mentalement et émotionnellement. Certains jours, nous étions durs avec Bissadé. Elle détestait les moments où elle devait raconter le mal qui lui était arrivé, mais il n'y a pas de place pour la guérison si l'on n'affronte pas ses démons et ses peurs. Bissadé a fait face à tout cela, et même s'il y a eu des jours où elle a pleuré, elle a été assez forte pour s'en sortir. Enfin, après ce qui leur a semblé être une éternité, Titi et Dapo ont reçu la nouvelle qu'ils attendaient. Ils avaient suivi les cours parentaux obligatoires, démontré leur engagement à devenir de meilleurs parents et fourni un environnement stable et aimant pour le retour de Bézidite. Les services sociaux ont accepté de réunir la famille grâce à l'aide précieuse de Madame Joumoquet, ce qui a rendu Titi et Dapo très heureux. Le jour où Bissadé est sorti de l'hôpital a été un jour de fête pour la famille. Titi et Dapo l'ont entouré d'amour et d'affection, reconnaissant de pouvoir se réconcilier pour la dernière fois.
Au cours des années suivantes, Dapo et Titi ont travaillé dur pour poursuivre leurs carrières respectives, mais ils n'ont jamais placé quoi que ce soit au-dessus de leur enfant comme ils l'avaient fait auparavant. Ils avaient retenu la leçon du passé et s'étaient promis de toujours donner la priorité aux besoins de leur fille, en lui accordant toute leur attention et leur écoute. Elle était la lumière de leur vie et ils s'assuraient de passer du temps de qualité avec elle chaque jour. Ils jouaient ensemble, lisaient des livres, se promenaient et partageaient d'innombrables rires. Un week-end, Titi et Bissadé ont eu la surprise de recevoir des billets pour un zoo voisin. Les yeux de Bissadé se sont illuminés d'excitation lorsqu'elle a vu les animaux de près pour la première fois. Elle a couru d'une exposition à l'autre, posant d'innombrables questions et s'émerveillant des merveilles de la nature. Ses parents la regardent avec fierté, heureux de la voir si joyeuse. Alors qu'ils sont assis pour le déjeuner, Bissadé devient soudain silencieuse. Titi remarque un air pensif sur son visage et lui demande ce qui ne va pas. Bissadé s'impatiente avant de parler, mais elle finit par dire qu'elle se sent anxieuse à l'idée de commencer l'école la semaine suivante. Dapo et Titi échangent un regard agacé avant que Dapo ne prenne la main de Bissadé et ne la rassure en lui disant qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Ils lui promettent d'être toujours là pour elle, quels que soient les défis qu'elle aura à relever. Les craintes de Bissadé commencent à s'estomper. En écoutant les paroles réconfortantes de ses parents, elle leur sourit avec gratitude, se sentant enfermée et soutenue en cet instant. Dapo traversa la table pour lui ébouriffer affectueusement les cheveux, tandis que Titi essuyait une larme qui perlait à ses yeux, touchée par la vulnérabilité de sa fille. Lorsqu'ils sont arrivés à la maison, Titi a porté sa fille jusqu'à son lit et l'Y a enfoui, en déposant un doux baiser sur son front. Dapo se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant la scène se dérouler avec un mélange de fierté et de tristesse. C'était leur famille, leur sanctuaire d'amour et de compréhension. Alors qu'ils s'installaient pour la nuit, Dapo entoura Titi de son bras, l'attirant près de lui. Ils échangèrent un salut silencieux, s'engageant à toujours donner la priorité au bien-être de leur fille, à ne jamais la prendre pour acquise et à ne jamais négliger ses besoins. Ils avaient tiré les leçons du passé et étaient déterminés à être les meilleurs parents possibles, à créer un environnement propice à l'épanouissement et à la croissance de Bissadé et à passer le reste de leur vie à tenir cette promesse. Bissadé est devenue une belle femme et une avocate prestigieuse. Si vous avez aimé cette histoire, je suis sûre que vous aimerez celle d'une orpheline qui a entrepris un voyage dramatique pour payer les factures d'hôpital de son frère. Merci d'avoir écouté et rendez-vous dans le prochain numéro. Dites non à la maltraitance des enfants.